Une autre série Canal+, et après on rebascule sur Netflix, vous inquiétez pas. Euh, mais en tout cas, une autre série qui passe pour l'instant sur Canal, mais dont on doit pouvoir voir Enfin, finalement, on est entre Canal et Netflix parce que les 6 premières saisons sont sur Netflix et la nouvelle saison est sur Canal. Et puis Netflix doit la reprendre après. Enfin, ouais, c'est assez compliqué tout ça. Ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. C'est pour moi la série la plus drôle que je connaisse. Voilà, je m'éclate devant cette série, j'adore cette série. Alors, tiens, peut-être juste un petit mot avant que je vous laisse la parole, les copains, sur Brooklyn Nine-Nine, mais juste pour dire que là, on s'est rendu compte cette semaine que effectivement, les doubleurs ne travaillaient plus, puisque jusqu'à maintenant, elles passaient aux États-Unis. Il y a donc un épisode de 30 minutes par semaine hein, sur Canal, donc voilà, on est vraiment au même rythme qu'aux États-Unis. Mais jusqu'à maintenant, elles passaient sur Canal avec la version française qui est doublée, mais d'une manière admirable. Vraiment, et là, moi, ça faisait. Au début, je l'écoutais en anglais, puis depuis que j'avais une fois écoutée en français, je l'avais trouvée vraiment géniale. Je la trouve vraiment très très bien doublée et je trouve même qu'elle gagne en intensité à être doublée en français, comme finalement pas mal de petites séries comiques. Voilà, sont souvent. Faustine, t'as pas l'air d'être d'accord, donc on y reviendra. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est extrêmement bien doublée. Et là, pour la première fois, l'épisode 11 eh bien, n'était pas doublé, donc Canal l'a diffusé avec des sous-titres. Voilà, ce qui est chose assez rare. Est-ce qu'on va être amené à faire ça pour Grey's Anatomy? Est-ce que TF1 osera mettre des sous-titres? Ça m'étonnerait, mais bon, ça on y reviendra. Faustine, alors t'es peut-être pas d'accord sur le doublage, mais parle-nous de la série. Bah, moi, c'est une série que j'ai découverte il y a très peu de temps, parce qu'en fait, une de mes meilleures copines me disait regarde Brooklyn Nine-Nine, regarde, regarde. C'est trop bien depuis des années. Et elle passait à l'époque sur France O. Et peut-être qu'elle passe encore Ah ouais. pendant genre midi ou quoi. Et j'avais zappé une fois. Et en fait, justement, c'est ces voix françaises qui m'avaient traumatisée. Donc, j'avais jamais voulu regarder ça. Et un jour, je m'y suis mise et vraiment, j'adore quoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore, ça se passe dans un commissariat à Brooklyn. Et en fait, on va voir la vie donc des inspecteurs, du commissaire, des agents de police. Enfin, ça va être vraiment trop drôle. On va les suivre au quotidien. C'est des petits épisodes ouais, de 20-30 minutes, un peu du style de Friends parce que ça se suit pas. Il y a un fil conducteur quand même tout le long, mais c'est pas, il n'y a pas de cliffhanger à la fin. On dit qu'est-ce qui va se passer. Chaque épisode est plutôt indépendant et vraiment, je suis une grande fan et j'ai regardé tout 2 ou 3 fois. J'adore. En fait, on est très proche de la série The Office, hein, pour ceux qui ont eu la Mm. chance de voir The Office, dans les deux versions d'ailleurs, parce que les deux versions sont assez bien. Là, celle-ci, elle est créée par Dan Gour, avec en acteur principal et en producteur Andy Samberg, qui est un acteur d'ailleurs qui ne vieillit jamais, c'est assez incroyable, même si ils ont gardé le même générique que la première saison. Donc là, on voit quand même un sacré changement. Il est bien plus beau aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, c'est un acteur vraiment qui ne joue pratiquement que dans des films humoristiques américains, des films des fois qui n'arrivent même pas jusqu'en France, mais en tout cas, dans cette série-là, le casting est juste dingue. Tous les personnages sont hilarants. Et voilà, en fait, voilà, c'est la petite série d'une demi-heure qu'on se regarde quand on dit ah j'allais me coucher, ah et non, je me remets un Bah, petit, et puis c'est ça. finalement on en regarde 1 heure et demie, quoi, ça fait. C'est ça, et tous les personnages ont un caractère très spécial et un trait qui les définit, et il est vraiment impossible de choisir. Enfin, moi, j'arrive pas à savoir quel est mon personnage préféré. Est-ce que c'est Gina? Est-ce que c'est Terry? Est-ce que c'est le capitaine? Est-ce que c'est... Aucune idée, franchement. Et pour revenir sur les VF, Guillaume, moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'en fait, il me semble que Jake, entre autres, il est doublé par la voix française qui a fait tous les High School Musical, American Pie, tous Ouais, les j'ai pas trop trucs comme regardé ça tout que, ça, moi. voilà, que moi j'ai regardé quand j'avais 16-17 ans. Et en fait, Donc revoir ça, c'est juste impossible dans mon cerveau, ça fait un blocage. Je ne peux pas. Donc c'est pour ça que moi, la VF de Brooklyn Nine-Nine, je ne comprends pas comment tu peux supporter ça. effectivement, quand on a une voix qui nous revient de Dans la quelqu'un gueule. d'autre, ça doit être vraiment. Alors là, je suis C'est en train de horrible. regarder, donc le doubleur de Jake, c'est n'importe quoi, Emmanuel Garrido. Emmanuel Garrido. D'ailleurs, il est passé par Skyrock, tiens, d'ailleurs au passage. Mais il double notamment en français Chris Pine, Michael Peña. Donc effectivement, voilà, je pense que tu as du stock, voilà, Colin Hawks, enfin bon,
Oui, il y a beaucoup de films comme tu le citais, voilà, même Chérie, j'ai rétréci les gosses, etc., Voilà, en etc. fait, beaucoup de Voilà. trucs que j'ai regardés quand j'étais ouais, au collège ou au lycée. Et là, de le revoir, forcément, ça me conditionne à que ce soit une sorte de film merdique à 2 balles. Et c'est moins drôle. Simon Pegg aussi, enfin il a doublé, je sais pas, il y a genre 200 films de doublés, c'est assez impressionnant. Louis, Brooklyn Nine-Nine, Écoute, moi j'ai découvert il y a 4 ans maintenant dans une petite émission qui s'appelle Ici on parlait de cinéma. Et c'est Guillaume Descaves qui déjà à l'époque nous vendait les mérites de cette série. Dont en fait je n'ai pas en fait je vais dire la vérité, j'ai vu que les 2 premières saisons. Et du coup j'ai pas suivi l'évolution, mais je trouve les 2 premières saisons de bonne qualité. Et en fait, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai l'impression de trouver l'écriture plutôt moderne des sitcoms actuels, tout en gardant la qualité d'humour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sitcoms actuels qui sont vraiment très drôles. On parlera tout à l'heure de la Sainte Trinité de toute façon avec Community. dans un Euh, instant. mais en fait, je trouve cette série effectivement très drôle, et en fait, c'est marrant parce qu'on garde ce principe auquel moi je tiens énormément, qui est une espèce de balance qui est assez difficile, je pense, à maintenir et que Brooklyn Nine-Nine réussit, c'est-à-dire de garder un fil rouge tout en ayant une indépendance des épisodes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sitcoms qui font l'erreur de vouloir garder un fil rouge qui aujourd'hui est vraiment le truc qui fait qu'on garde une série. Et il y a par exemple, il y a des séries qui, pour le coup, est une série que j'aime plutôt bien en plus, qui est The Last Man on Earth, qui est terminée maintenant, Ah euh, oui. qui avait fait ce choix qui, je pense, est ce qui fait qu'elle a pas duré. Parce qu'en fait, comme il y avait un fil rouge, on finit par se lasser de l'histoire qui tient pas. Comme l'humour est prioritaire, l'histoire elle tient pas parce qu'elle est assez dérisoire en fait par rapport à ce que c'est censé pas raconter justement, mais par rapport à ce qui est censé nous faire rire. Je pense que The Last Man on Earth aurait vraiment beaucoup mieux marché avec un petit système de fil rouge, mais en gardant un concept par épisode. Ce que fait brillamment, ce que font quasiment toutes les sitcoms, hein, Friends et d'autres en tête, mais je vais pas griller ce que je vais dire sur les 3 grandes sitcoms américaines. Et Brooklyn Nine-Nine fait ce choix qui, je pense, est salutaire et fait que c'est une série qui peut durer, mais encore plusieurs saisons, sans aucun problème. Oui, parce que au fond du truc, je pense que si on retrouve les premières saisons, en fait, on est exactement à la même chose aujourd'hui, sauf qu'il y en a qui sont mariés, qui ont eu des gosses, etc. Oui, Mais voilà, oui. finalement, on est sur les mêmes blagues. D'ailleurs, là, le dernier épisode était assez en dessous de tout le reste, mais jusqu'à maintenant, voilà, on est vraiment sur les mêmes bacs parce que on est là, on vient juste se prendre, parce qu'elle fait même pas une demi-heure, elle doit durer 25 minutes, donc on vient juste se prendre un shoot de 25 minutes parce qu'on adore ces personnages, ils sont tous géniaux, comme tu le disais, Faustine, et ça nous fait du bien, on sait qu'on va rigoler un bon coup. Et le problème de The Last Man on Earth, c'est comme tu le dis, Louis, hein, c'est que en fait, c'est une série d'humour de 20 minutes, sauf que une série qu'on était obligé de suivre, sinon on était vraiment perdu si jamais on Ah loupait oui, deux trois oui, parce épisodes. qu'il y avait une Alors que intrigue. voilà, alors que Brooklyn Nine-Nine, on reprend ça comme The Office, hein, parce que vraiment, allez voir The Office si vous l'avez jamais vu, voilà, il faut vraiment le voir. Mais là, on peut prendre n'importe quand, on s'en fiche, on connaît pas les personnages, très vite, on se rend compte de qui est qui. Si on les connaît, ça va plus vite, mais sinon, on peut prendre n'importe quand. Et c'est ça la jouissance, c'est de se dire, bah paf, finalement, comme ce qu'on crée, parce que tout ça, c'est les Simpsons, hein, finalement. Hein, on peut prendre notre shoot à n'importe quel moment, et voilà, et c'est ça qui fait du bien. Et Il y a- effectivement, The Last Man on Earth, que je vous conseille quand même de découvrir, parce que là, vous avez que ça à Au faire. moins les Donc, 2 premières saisons. voilà, la première saison est juste exceptionnelle. Enfin, voilà, c'est C'est hilarant. Bah, les l'acteur deux est très premiers drôle, je épisodes, trouve. ils sont monstrueux. Mais après, oui, on reste. Enfin, ouais, il y a une ou deux saisons très, très plan-plan. Et hélas, à la dernière saison, qui aurait dû en amener une nouvelle, on était enfin sur quelque chose de très grand qui avait bouleversé la série, et on s'est arrêté là puisque la chaîne l'a arrêté. Peut-être qu'un jour elle reprendra, on verra ce qu'il en sera. Mais vous pouvez aussi découvrir The Last Man on Earth, qui est moi ma petite série américaine à la con que j'adore. Mais voilà, Brooklyn Nine-Nine, c'est juste des petits shoots de plaisir. Et alors une autre série où ce sont que des shoots de plaisir, mais que moi pour le coup je ne connais pas, et oui, c'est The Community. Louis, Community tout court. c'est Community, pardon. Tu me cries ton amour de cette série, et pourtant tu n'en as pratiquement jamais parlé avec moi, donc je te laisse tracer. J'ai mes petits jardins secrets. Et je sais que Faustine veut en parler aussi, parce que je crois que c'est même Faustine qui a lancé l'idée, hein. Moi, j'avais pas prévu d'en parler parce qu'en fait, Trop de séries. la série a débarqué sur Netflix très récemment.
Je veux juste faire une toute petite parenthèse avant, en disant, pour parler des sitcoms de manière générale, qui sont encore très vivantes aujourd'hui, hein, il y a jamais eu autant de sitcoms, j'ai l'impression. Il y a quand même quelque chose qui a changé, puisqu'on est passé dans l'ère des séries qui fonctionnent avec Internet, et où du coup, le renouvellement d'une série n'est absolument pas obligatoire. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé parce que j'ai l'impression qu'avant, quand une série marchait très bien, voire même bien, elle était renouvelée de manière tacite, ou en tout cas, le Ouais. public n'était pas au courant de ce qui se passait en coulisses. Et en fait, il partait du principe qu'une série, elle durait jusqu'à ce qu'on lui annonce qu'elle meurt, et en fait, elle mourrait de sa belle mort parce que du coup, la série avait une fin. Ce qu'aujourd'hui est moins le cas, et The Last Man on Earth, c'est un cas d'école de série finalement qui marchait pas si bien que ça, et qui perdait beaucoup d'audience avec le temps, et du coup la série s'est arrêtée comme ça du jour au lendemain. Alors que quand on regarde Friends, qui a duré quand même 8 saisons, je crois, il y a une continuité qui est complètement logique, et finalement la série continue tant qu'elle doit continuer, et quand elle a été arrêtée avec une décision qui a été prise, et donc il y a une vraie fin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a pas mal changé avec le temps. Aujourd'hui, les sitcoms sont comme n'importe quelle série, alors que je pense que la sitcom, ça n'a quand même pas le même format, c'est pas la même économie, c'est même pas le même environnement pour le spectateur qu'une série entre guillemets normale, ou en tout cas une série à intrigue. La sitcom, c'est assez différent comme manière de regarder. Je trouve personnellement, c'est les rares séries que j'arrive à vraiment dévorer. Et alors juste quand même un petit mot parce que là on se rend compte maintenant qu'on est en flux tendu, notamment avec Brooklyn Nine-Nine, qu'il faut bien s'imaginer qu'aux États-Unis c'est 20 minutes une fois par semaine. Ah oui, tout à fait. Donc sur un créneau très ciblé, ça c'est encore quelque chose qu'en France on est incapable de faire. C'est soit nous on va se dire bah, on va créer du 20 minutes mais tous les jours, ce sont les 3 soap-opéras que vous avez sur les 3 grandes chaînes, soit eh bien, on va attendre d'en avoir beaucoup pour se dire eh ben voilà on va balancer 2, 3, 4, 5, 6 épisodes à la suite. Mais même les Mais 45 minutes, hein, même les 50 minutes, moi j'ai le oui, souvenir que quand je suivais Desperate Housewives sur Canal+, c'était 2 épisodes par semaine. Ce qui faisait bien que la sûr, série, la série durait quelques mois, alors qu'elle durait une saison entière voilà. aux C'est États-Unis. ça. Alors que, Ouais. et là, par contre, maintenant, on est revenu sur le 50 minutes à cause du flux tendu, puisque là, TF1 remet Grey's Anatomy à un seul, depuis le début du confinement, à un seul épisode par semaine. Et après, met station, je ne sais plus quoi, station 19, ou je ne sais où, enfin bref, pardon, j'ai perdu, enfin voilà, un sous Grey's Anatomy avec des pompiers, mais là, on est créé par le même, voilà. Mais même, ils ont même fait un mix la semaine dernière entre les deux. Mais effectivement, on revient là-dessus Crossover. aujourd'hui. En France, on a du mal à se dire, est-ce que les gens vont regarder pour 50 minutes? Et on n'a aucune série française qui ne passe que avec un seul épisode par semaine. Et c'est bien dommage. Sauf, Et bah, pareil, 10%, avec le confinement où ils nous ont fait le coup avec les bracelets rouges, où là, ils l'ont basculé en une fois par semaine, en juste un épisode. Guillaume, 10%, ça passait bien une fois par semaine sur France 2. Oui, mais 2 épisodes. Ah. Mais juste de Mais dire on met 50 minutes et après on met tout autre chose. Aujourd'hui en France, on n'ose pas trop, sauf quand on est en flux tendu, comme actuellement TF1 le fait avec ses séries, pour pouvoir les allonger le plus possible et garantir là-dessus, puisqu'ils partent du principe que on met un épisode nouveau, puis derrière on met une rediffusion, les gens restent. Moi je reste pas, mais pourquoi pas? Typiquement, moi, je trouve que les Simpsons, c'est irregardable un épisode par semaine. J'ai même l'impression que la série n'a pas été faite pour ça. Alors évidemment, parce nous, en France, on l'a majoritairement découvert. Alors, à la base, c'est Canal+, mais surtout, c'est W9 qui faisait chaque week-end les Simpsons le Prime, où on se bouffait 4 heures de Simpsons. Mais en fait, alors non seulement au-delà du fait que il faudrait 30 ans pour revoir toute la série, du coup, comme il y a 30 saisons, avec un épisode par semaine, j'ai l'impression que pour apprécier l'univers de la série, il faut 2, 3 épisodes d'affilée, en fait. Ouais, bien sûr. Mais C'est une parce manière que de consommer, de regarder, mais aussi de consommer, parce que la série, ça se consomme, est très différente. Et c'est aussi pour ça que le binge-watching en France a tout de suite plu, parce que d'un seul coup, ben, on a pu se bouffer beaucoup de séries. Ben voilà, c'est peut-être on a un besoin constant d'avaler et de rentrer dans une histoire. Peut-être que, au-delà de tout, hein, c'est que ça va peut-être plus loin sur comment est-ce que la fiction française est rentrée dans notre tête, où on a besoin, nous, d'une histoire pour voilà et à suivre cette histoire et d'aller au bout de l'histoire. D'où la frustration actuelle avec la Casa notamment. Bon allez, bref, je vous laisse parler de Community les copains. Faustine, je sais pas si tu veux Ouais, commencer. bah moi je vais pas dire grand-chose parce que j'ai découvert cette série donc bah, cette semaine, vu que comme tu as dit, elle vient d'arriver sur Netflix. Oui. Et j'en suis à l'épisode quoi, 5 ou 6 de la saison 1.
Donc vraiment au tout début. Et pour l'instant, j'arrive pas trop à accrocher. Donc on m'a dit que c'était un peu du style de Brooklyn Nine-Nine. Et je me rappelle qu'au début, Brooklyn Nine-Nine, il faut un certain temps avant de bien aimer les personnages, savoir qui est qui, parce que le décor bah, reste toujours le même, comme dans toutes les sitcoms. Mais Community, pour l'instant, je trouve que ça fait un petit peu remake de Glee, en mode toutes les personnes en marge de l'université vont se retrouver pour faire un cours d'espagnol. D'ailleurs, en passant, le prof d'espagnol, il est énorme et il se trouve que juste avant de commencer Community, j'avais regardé les 3 Very Bad Trip et que en fait, le prof d'espagnol, c'est Monsieur Chao de Very Bad Trip, D'accord. donc l'asiatique complètement dingue, quoi, qui se retrouve être le prof d'espagnol complètement dingue de cette série. Donc, pour l'instant, c'est vraiment mon personnage préféré, mais j'attends de savoir, Louis, ce que tu vas dire parce que bah, je trouve que c'est pas vraiment au niveau de Brooklyn Nine-Nine pour le moment, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est marrant parce que je pense que c'est presque le signe d'une bonne sitcom, le fait que c'est difficile d'accrocher. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure d'environnements différents et que la sitcom, c'est quelque chose qui, pour moi, s'appréhende différemment de beaucoup de séries. Ouais. Ça va, Guillaume, hein. On a eu le Je fais droit un de petit faire du bruit. bruitage. Je disais que une sitcom, je pense, s'apprécie différemment d'une autre série et que notamment une sitcom s'inscrit dans la durée. Et qu'en fait, on commence à se rendre compte qu'on apprécie une sitcom quand on commence à vivre avec. Et je trouve que Community fait extrêmement bien ça parce qu'elle a la qualité des grandes sitcoms qui pour moi est l'élément fondamental pour faire une bonne sitcom, c'est les personnages. Et en fait, une sitcom, on reste pour les personnages. Vous pouvez faire la sitcom la mieux écrite du monde. S'il n'y a pas de personnages, et presque aussi important que les personnages, l'alchimie qui va exister entre eux, ça ne marchera pas. Pour moi, c'est ce qui fait que The Last Man on Earth s'est cassé la gueule. C'est qu'il y avait trop souvent des nouveaux personnages, et que l'alchimie entre eux ne prenait jamais vraiment parce qu'ils avaient pris le parti de prendre des personnages très différents, qui allaient passer leur temps à se séparer, se remettre ensemble, donc ils passaient trop de temps séparés et à briser les alchimies, justement. Et Community, elle fait ça avec brio, et c'est absolument génial parce que, comme le disait Faustine, le principe, c'est une bande de gens très différents qui se retrouvent dans une salle d'études et qui vont devenir potes un peu malgré dans un community college, qui sont donc l'équivalent des universités publiques aux États-Unis, mais qui en fait sont des espèces de trucs, hein. C'est un peu de l'arnaque en fait, parce que Ouais, aux c'est un peu en États-Unis, marge. les bonnes universités voilà, c'est un peu en marge, les bonnes universités sont payantes, et les community college, c'est une espèce de faux truc pour maintenir l'illusion d'une université publique aux États-Unis. Bon, bref. Et donc on a des personnages d'âge différents, de provenance différente. Et en fait, ces différences vont fonder un groupe de gens qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux, et qui vont se retrouver à faire plein de choses ensemble. Et en fait, c'est vraiment l'archétype de la série où la première saison peut être pas mal, mais on n'est pas transporté. Et en fait, le reste de la série devient complètement addictif parce qu'en fait, on devient intégré à ce groupe. Et c'est exactement le même principe que enfin, c'est le principe de quasiment toutes les sitcoms. Et en termes de réussite, je placerais Community quasiment au niveau de, pour moi, les deux autres très grandes sitcoms qui forment un peu la Triforce divine, qui sont les sitcoms les plus réussis parce que les personnages sont géniaux, l'écriture est géniale, etc. Et souvent, on a des gens de grand talent derrière. C'est Community, évidemment Friends, et Seinfeld. Seinfeld, qui n'a jamais très bien marché en France, mais qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est une des séries les mieux écrites, qui est scénarisé notamment par Larry David, qui va avoir sa propre série plus tard, qui s'appelle Larry et son nombril, qui est sur HBO. Et en fait, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on ne regarde plus cette série, on la vit. Parce qu'on en regarde un petit bout tous les jours en mangeant, en faisant autre chose, etc. Et en fait, quand on regarde un peu plus, on se rend compte que c'est souvent des trésors d'écriture, un petit peu comme les Simpsons aussi d'ailleurs. Et il faut bien savoir que Community est quand même du fait de Dan Harmon, qui quelques années plus tard créera Rick et Morty, qui est une des séries les plus drôles actuellement, et où on retrouve un certain humour absurde. Et là où je trouve Community est aussi un cas d'école, c'est que Community est un très bel exemple d'à quel point une sitcom, et ben c'est lié aux gens qui les écrivent. Et en fait, Dan Harmon a été. Alors, il y a eu un quiproquo, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Il y a eu un quiproquo de rachat de Community qui a changé de chaîne en fait en cours de diffusion. Et en fait, là, à partir de la saison 5, non, pardon, la saison 4, Dan Harmon a été dégagé de la série. Et la saison 5 n'a rien à voir. Ce n'est pas la même série. Elle est beaucoup moins bien. Elle ne marche plus, en fait. Et Dan Harmon revient à la fin pour les 2 dernières saisons. Alors, il revient au milieu d'avant-dernière saison, je crois. Et on retrouve petit à petit Community.
Donc en fait, on se rend compte à quel point Community est lié aux personnages, à l'alchimie qui existe entre eux, et à ceux qui écrivent ces séries. Et pour moi, c'est absolument indispensable. Et les Simpsons a fonctionné pendant des années avec la même batterie de scénaristes. Quand on l'a changé, ça a plongé. Friends a réussi à maintenir ses scénaristes, et Seinfeld a maintenu tout au long de son processus créatif les mêmes personnes. Et je vous assure, Seinfeld, pour le coup, qui est vraiment peu connu en France, au-delà de toutes ces sitcoms dont on vient de parler, est un chef-d'œuvre absolu d'écriture. C'est sidérant. Vraiment, Seinfeld est absolument sidérant en termes d'écriture. C'est d'une inventivité, d'un génie comique et d'une construction scénaristique qui est d'une apparente simplicité, mais qui en fait est une complexité folle, puisque c'est une série qui littéralement ne raconte rien. C'est même pire que Friends. Que dans Friends, le principe de beaucoup de sitcoms, c'est de ne raconter absolument rien. Dans Community, il y a beaucoup de rebondissements. Dans Friends, il ne se passe rien. Je veux dire, une péripétie dans Friends, c'est que tel personnage a raté sa coupe de cheveux. C'est une péripétie dans Friends. Ouais, c'est vrai, ouais. Et dans Seinfeld, ça va encore plus loin parce que Seinfeld arrive un peu en marge de tout ça. Et en fait, Seinfeld a un côté très méta. Et les gens qui font Seinfeld sont des gens assez cyniques, assez grinçants. Seinfeld, c'est le nom du personnage qui en fait est dans la sitcom un mec qui fait du stand-up et qui dans la vraie vie fait du stand-up parce que Jerry Seinfeld c'est un des grands noms du stand-up aux États-Unis qui est d'ailleurs principalement connu en France pour avoir été plagié par la Elmaleh. Mais pour le coup, Seinfeld est un truc très méta et en fait on sent qu'ils ont digéré beaucoup de mécaniques de la sitcom pour les sublimer, pour faire un truc qui est insidieusement méta, etc. En gros, je vous parle de Community pour vous dire que c'est génial et surtout pour vous recommander Seinfeld. C'est des séries qui ont plus de 10 ans, est-ce qu'elles ont vieilli ou pas? Parce qu'on sait que l'image télévisuelle, etc., vieillit plus vite que le cinéma. Est-ce que c'est encore bien regardable aujourd'hui? Bah, en fait, oui, ça a vieilli en termes d'image. Alors, Community, c'est relativement récent, donc ça va, mais Seinfeld, par exemple, Alors, Seinfeld, la première saison, je peux vous retrouver la date. 89, Seinfeld. je crois, j'avais regardé hier quand on Ouais, avait c'est parlé. assez vieux. 89, 89, exactement. 99. Bah, en fait, ça a vieilli sur les références. Ça a vieilli visuellement, oui, mais sinon, non, c'est tellement bien écrit que ça ne peut pas vieillir. Seinfeld, à mon avis, ne vieillira jamais. Ah, mais Un peu Friends comme aussi, Friends. hein. Moi, je suis en train là de me refaire un peu Friends quand je cuisine, quand je fais 2-3 trucs. Je mets Friends en fond en VF et là, je dois être à la saison 3 ou 4 et toujours pareil, quoi, toujours aussi Ah, marrant. ça vieillit pas. Mais Friends, c'est le genre de série, mais comme beaucoup de sitcoms, en fait, où une des grandes forces, mais surtout je parle pour moi en l'occurrence, Friends quand même, là où je me dis que les scénaristes sont des génies absolus, c'est d'avoir réussi à rendre sympathique une bande de connards new-yorkais. Parce que vous me les mettez dans n'importe quel autre film ou une autre série, je déteste ces personnages, je peux pas regarder le film. Dans Friends, c'est mes potes. C'est mes potes. J'adore. Alors qu'ils sont Ouais. insupportables. Ils sont insupportables quand on regarde vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. C'est des gros connards dans Friends, je trouve. C'est des réacs, bobos new-yorkais, insupportables. Mais la série les rend sympathiques.